Je vais commencer par remercier d'abord Caroline, Bernard et aussi toute la communauté de Pinel de nous recevoir ici. Je suis très content d'être là et je crois que c'est très important d'avoir des centres comme cette école ici qui peuvent donner un peu d'orientation dans ce que je considère d'être des temps de désorientation extrême. Il y a plusieurs origines pour ma présentation. Le titre de la présentation s'est changé un tout petit peu. En fait, maintenant, c'est Aesthetic Education and the Pharmacology of the State. Donc, l'éducation esthétique et la pharmacologie de l'État. Je crois que je vais juste aborder en anglais, alors on y va. In a recent article titled Orange Juice, donc jus d'orange, and Agent Orange, literary critic Bruce Robbins wonders whether, this is a quote, there exists a single system that connects orange juice and Agent Orange at a level beyond our comprehension. He takes this question from Don DeLillo's novel Underworld. Quand vous avez peut-être lu ce texte, je tourne vraiment vers Don DeLillo. Although Robbins clearly has his doubts about the existence of such a system, he still considers the connection it raises between orange juice poured down the throats of children by the representatives of the welfare state and Agent Orange, the defoliant used by the United States during the Vietnam War, a new and urgent topic that raises a number of important questions about one's relation to the state, and in particular, the welfare state, donc l'État-providence, the welfare state. Robbins' article shows that considering the connection between orange juice and Agent Orange means to confront the pharmacology or toxicology, even though it's not the same thing, but Robbins speaks of toxicity of the state. This is a quote from Robbins' article. On the one hand, he writes, horrifying military barbarism against enemy civilians, and even towards the state's own veterans, accountability for Agent Orange has by no means been resolved to everyone's satisfaction. And on the other hand, the premise that even in this international context, there was reason to support the state's agency in sheltering its own citizens from the extreme cruelties of the market, to support, that is, the state's real or potential benevolence. So what we have here is Agent Orange on the one hand, horrifying military barbarism, on the one hand, jus d'orange, protection, shelter. The state, Robbins thus points out, can be both poison and cure, Agent Orange and orange juice. From Plato's pharmacy to the pharmacology of the state. Clearly, ce qu'on appelle dans les États-Unis French theory, Jacques Derrida's reading of Plato's Phaedrus can still provide some assistance when it comes to thinking one's relation to the state. C'est clair comme ça, les gens? In what follows, I pursue further this idea of a pharmacology of the state, in particular with reference to French theory, which Robbins does not consider to be very helpful in the situation he has laid out. En fait, il déteste French theory, il était mon adviseur de thèse, donc c'était très difficile pour moi de travailler avec lui, mais j'ai quand même fini la thèse. Early on in his consideration of the possible connections between orange juice and Agent Orange, Robbins mentions two history books that criticize the welfare state by associating it with fascism. Noting that orange juice literally does mean Agent Orange in these texts, Robbins goes on to link this vision of what he calls a kind of racist totalitarian welfare state to the post-September 11 era, and suggests that it is both strange and not strange at all, this is Robbins' words, that after 9/11, the association of fascism with the welfare state would be flourishing. Donc il parle de la connexion entre le fascisme et l'État-providence. Beaucoup de gens ont fait cette connexion et ils trouvent ça absurde. Robbins, of course, is highly critical of this and takes on, this is his words, those American Foucaultians who, along with many ideas of greater value, also took over their masters, so Foucault's very French
anti-statism, end quote. Robbins rejects such a position, stating that, this is another quote, the transnational parallel between France and the United States was always forced. There was clearly no equivalent on this side of the Atlantic. He's writing in America, so in the US, he means, to the centralized, panoptical French state to which Foucault's anti-statism was a philosophical rejoinder. So here we have Robbins criticizing Foucault and followers of Foucault for being against the state and associating the welfare state with fascism. However, what is Foucault's position on the welfare state exactly? And to what extent does it coïncide with the representation of it that can be found in Robbins? Donc, qu'est-ce que Foucault dit sur l'État-providence? In a lecture from March 7, 1979, that was part of Foucault's lecture course, The Birth of Biopolitics, Foucault's discussion of the welfare state turns out to be uncannily close to the position that Robbins defends in his article. Je vais alors commencer de citer Foucault en anglais. Malheureusement, je n'ai pas mis les citations en français. J'espère que ça ira. Je suis désolé. Although the course, so Birth of Biopolitics, was supposed to be about biopolitics, Foucault acknowledges at the beginning of the lecture that, quote, things being what they are, I have ended up talking maybe for too long about neoliberalism. Donc il parle du néolibéralisme plutôt que de la biopolitique. Generally considered, this is me adding this, responsible for the deterioration of the state, and in particular, the welfare state. It does not come as a surprise, then, that in this lecture, Foucault would turn his attention to the welfare state. Donc c'est dans son cours sur le néolibéralisme biopolitique qu'il commence à parler de l'État-providence. What is currently challenged, Foucault observes, is almost always the state. This is 1979. Unlimited growth of the state, its omnipotence, its bureaucratic development, the state with the seeds of fascism it contains, the state's inherent violence beneath its welfare paternalism. In Robbins' terms, Agent Orange operating not just in conjunction with, but underneath orange juice. He goes on to distinguish between two important elements which are fairly constant in this theme of critique of the state. First, Foucault says, the intrinsic power of the state in relation to its object target, civil society. He is referring to what is perceived to be the state's hegemonic power to take over entirely its outside, namely civil society. And then there's a second element that returns again and again in what Foucault refers to as state phobia. And that element is that there is a kinship, a sort of genetic continuity or evolutionary implication between different forms of the state, with the administrative state, the welfare state, the bureaucratic state, the fascist state, and the totalitarian state, all being, in no matter which of the various analyses, the successive branches of one and the same great tree of state control in its continuous and unified expansion. Donc les gens mettent toutes ces formes de l'État dans le même pot, la même marmite, je ne sais pas comment dire. Le même sac, c'est ça. Foucault arguably lays bare in this passage precisely the conflation that Robbins is also interested in, namely between orange juice and Agent Orange, the welfare state and fascism. Donc il s'adresse à exactement la même conflation, on dit ça en français, les deux qui sont confus, l'État-providence et fascisme. Taking one's cue from Robbins' article and from his criticism of French theory and the American Foucaultians, one would perhaps expect Foucault to side with the anti-statism that he is discussing. But, and I think this is very interesting, this is not what happens in the lecture. Instead, Foucault goes on to harshly criticize the two elements in state phobia that he has mentioned for putting in circulation what he calls an inflationary critical value. The criticism is very powerful, I think it's ce cours et cette session-là est vraiment très impressionnant.
The criticism is very powerful and could be leveled directly against one of the anti-statists that Robbins also criticizes, namely the Italian philosopher Giorgio Agamben. Here's Foucault. As soon as we accept the existence of this continuity or genetic kinship between different forms of the state, so let's say fascism and l'État-providence, and as soon as we attribute a constant evolutionary dynamism to the state, it then becomes possible not only to use different analyses to support each other, but also to refer them back to each other, and so to deprive them of their specificity. For example, he says, an analysis of social security, so this would be the welfare state, and the administrative apparatus on which it rests, ends up, via some slippages and thanks to some plays on words, referring us to the analysis of the concentration camps. This is a reference, you could say, from our perspective, could be read as a reference to Agamben. Agamben does exactly that. In his book, il prend le concentrationnaire, on dit ça en français, comme modèle de la politique moderne. And in the move, Foucault says, from social security to concentration camp, the requisite specificity of analysis is diluted. As Foucault sees it, such inflationary critique allows one to practice what could be called a general disqualification by the worst. Donc on associe toutes les formes de l'État avec le fascisme et comme ça on oublie les effets potentiellement bénéficiaires ou remédiales de l'État-providence. A disqualification of everything by the worst, fascism. It is when Foucault turns to the origins of this critical inflation of the state and neoliberalist discourse from 1930 until 1950 that he ultimately arrives at his own position. The passage, and I will quote it at length, is very powerful and again to me quite surprising. Here's Foucault. Foucault says, well, against this inflationary critique of the state, Foucault says, against this kind of lackness, so the lackness of confusing fascism with the welfare state, confusing Agent Orange with orange juice, I would like to suggest some theses which have been present roughly in what I have already said, but on which I would like to take a bit of a bearing. In the first place is the thesis that the welfare state has neither the same form, of course, nor, it seems to me, the same root or origin as the totalitarian state, as the Nazi, fascist, or Stalinist state. I would also like to suggest, he continues, that the characteristic feature of the state we call totalitarian is far from being the endogenous intensification and extension of the mechanisms of the state. It is not at all the exaltation, but rather a limitation, a reduction, and a subordination of the autonomy of the state, of its specificity and specific functioning. I am saying that we should not delude ourselves by attributing to the state itself a process of becoming fascist, which is actually exogenous and due much more to the state's reduction and dislocation. This passage, ce qui est un passage extrêmement riche, and the way in which it is developed in the course deserves an extended analysis, which I cannot provide here. It would take me too far afield. In the context of this particular argument, I want to take from it one simple point. Foucault is saying that orange juice is not Agent Orange. The welfare state is not fascism. The two have neither the same form nor the same origin. Of course, one can hardly call this a defense of the welfare state, but it certainly does not add up to anti-statism either, as Robbins makes one believe. Whereas Robbins, after De Lillo, appears at least open to considering the pharmacology of the state, the and that might perhaps connect orange juice and Agent Orange, Foucault, this is the interesting thing, appears to brush the possibility of such an and aside, both in terms of the form and the history of fascism and the welfare state. That does not mean, I think, but we might disagree on this, that he is entirely removed from the domain of pharmacology. Indeed, I think pharmacology in Foucault will be located elsewhere, not between orange juice and Agent Orange, but within orange juice itself. Not so much in the state and in laws, but in governmentality and norms. That is, I would argue, what the biopolitical argument amounts to. For Foucault, there thus appears to be, in the larger frame of my argument,
no pharmacology of the state, or at least not in the way Robbins sees it. Orange juice, for Foucault, is not Agent Orange. The welfare state is not fascism. Reading Robbins against Foucault then, but not in the way Robbins would have imagined me to, vous voyez qu'il y a un dialogue entre moi et mon ancien prof qui se passe là aussi, I would like to consider further what I have been calling the pharmacology of the state. Donc cette notion que vous trouvez aussi dans mon titre, une pharmacologie de l'État. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Up until this point, my use of this phrase, the pharmacology of the state, has been justified by Robbins' association, after Don DeLillo, of orange juice and Agent Orange, an association that Robbins himself, even though he buys into it a little bit, likens to paranoia, the kind of thing that novelists like Don DeLillo can get away with, but that literary critics or philosophers would want to pause over, at least if they do not want to give in completely to the novel's desire. Yet, DeLillo's suggestion is still powerful enough to make Robbins consider the connection. Indeed, I wonder whether the relation between orange juice and Agent Orange that DeLillo imagines, one that would be beyond our comprehension, as he suggests, does not run deeper than a merely conjectural association that defies all understanding. What if, for example, one were to consider the state in light of Bernard Stiegler's philosophy of techniques, in which pharmacology has come to play a crucial role? Stiegler's recent book on pharmacology, c'est le livre qu'on a déjà mentionné, Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, de la pharmacologie, is begging the question when he introduces in chapter 7 the welfare state as a component in his analysis. Si vous avez lu le livre, vous vous souvenez peut-être que dans le chapitre 7, il parle, Bernard, de l'État-providence dans ce projet sur la pharmacologie. Donc c'est quoi la place de l'État-providence dans cette analyse? Et là, je continue par donner un peu un sommaire de la philosophie de Bernard comme je le vois. Jean-Hugues a fait ça déjà d'une façon plus complète ce matin, mais je répète. In projects such as the multiple volume Techniques in Time, Stiegler argues that human beings are essentially beings by default. They are essentially prosthetic beings who project themselves into the world through technical extensions or exteriorizations, supplements, if you will. Jean-Hugues a dit ça ce matin aussi. That turn out to be dangerous. Potentially curative on the one hand, they're also potentially empoisoning, and today, in the era of high-tech, we live in a time in which this double pharmacological dimension has reached full swing. As Stiegler discusses in Taking Care of Youth and the Generations, many European and American children appear to be incapable today of focusing their attention on a specific object for longer than a few seconds. This pathology, attention deficit disorder, is directly due to the empoisoning dimension of humanity's technical extensions. Stiegler argues that therefore these pharmacological extensions demand a therapeutics, a practice of care, and it is in this context that he turns to Foucault's late work on the care of the self, about which, as I understand it, we will hear more later on. Il y a quelqu'un d'autre qui va en parler, je crois. Now, when Stiegler introduces the welfare state into this argument, he is not merely asking us to consider the ways in which the welfare state's biopolitics also operates psychopolitically through the norms that are created, reinforced, and passed on through marketing and advertising, for example. He is also asking us to consider, I would argue, the welfare state and the state at large as one of those technical extensions through which the human being projects itself into the world. Such a vision, which one could call, après Derrida, une vision protétatique, donc prothétique et aussi étatique, protétatique. Derrida utilise ce mot dans son cours sur la bête et le souverain. Such a vision opens up a pharmacology of the state, a theory of the state as a pharmacon that, like the other pharmaca that Stiegler discusses, demands a therapeutics or practice of care. If we were to follow Stiegler's path, we could pursue this suggestion through discussion of Foucault's work on the government of the self and of others, how to practice the care for the pharmacon of the state. I think this question is more important than ever in a time when the welfare state appears to be, or the state in general, appears to be more powerful and both more impotent than ever.
So now I move to the second section of the article. Donc je vais passer là dans la deuxième partie de l'article où je vais considérer une forme très particulière que ce que j'appelle le soin pour le pharmacone de l'État peut prendre, namely anger. Donc la colère ou la rage peut être le premier mot de l'Iliade de Homère. En grec, ça commence avec le mot menis, rage. Ça, c'est le premier mot. En anglais, ça a été traduit différent, mais anger. Given the ambiguities of the pharmacon, the fact that it can be both poison and cure, it was perhaps to be expected that the care for the state pharmacon would also take on an ambiguous form. Donc, j'essaie de penser ici, c'est un peu bizarre, mais je vais quand même l'essayer, la rage ou la colère comme une forme de soin. Peut-être on a oublié dans le temps dans lequel nous vivons de s'enrager, de devenir fâché, d'entrer dans une colère. Est-ce que la colère peut être une forme de soin? Going back to Foucault's investigation of neoliberalism and the birth of biopolitics, one form of such an angry care for the state that could be discussed here is anger against neoliberalism, generally considered, as I've already said, responsible for the deterioration of the state and the welfare state. But my question is really not just about anger against néolibéralisme. Je crois que c'est très facile de se fâcher contre le néolibéralisme. Ma question c'est, quelle est la politique positive qui accompagne cette rage ou cette colère? What kind of positive politics is captured here other than a rage against neoliberalism? The state and the welfare state, perhaps the two most obvious victims of neoliberalism, only rarely factor into this rage. Indeed, such rage often adds up to a largely negatively articulated political vision that, although it gestures towards politics, never quite arrives at actually formulating one. Here, we should no doubt take seriously Isabelle Stengers' recent warning in a chapter from her book Au temps des catastrophes, where she discusses the pharmacon, in fact, that to call for resistance, for anger, for colère, for example, is not necessarily the solution and can indeed be part and parcel of pharmacology's curative and poisoning dialectic. I am not suggesting by saying this that we abandon the plea for rage. My question is rather about the absence of the state and the welfare state in the argument against neoliberalism. If we are being asked to rage against neoliberalism's culture of docility, and if neoliberalism is widely considered to be responsible for the destruction of the welfare state, are we also being asked to take up the defense of the welfare state? Is the welfare state the silent beneficiary, parce que très peu de gens en parlent, of the critical testament to rage? In a recent article on Kazuo Ishiguro's novel Never Let Me Go, donc je parle là d'un autre roman par l'écrivain Kazuo Ishiguro, certains d'entre vous le connaissent sans doute, Never Let Me Go, je ne sais pas comment ça a été traduit en anglais, mais il y a aussi un film qui est sorti récemment du livre. In a recent article on Ishiguro's novel Never Let Me Go, Bruce Robbins reintroduces the welfare state into the critical plea for rage. Et l'argument est très particulier ici. In the article, Robbins too develops a plea for anger. What is surprising, however, is the way in which this anger relates to the welfare state. In his article, Robbins shows how Ishiguro's novel aligns the welfare state with the culture of docility, amenity, and the effacement of all conflict that can in fact be characterized as neoliberal. So both neoliberalism and the welfare state tend to produce a culture of docility, amenity, effacement of all conflict, in which all we're ultimately required to do is bow one's head with a smile and be flexible, accept what is coming towards us. The welfare state is cast in the novel, Robbins argues, as, this is very interesting, this passage, the institution that bribes us with minor restitutions and supplements so as to divert us from deep and systematic injustice, which is to say, from our legitimate causes for anger.
Donc l'État-providence nous donne des petits cadeaux avec la main gauche, la main droite, pour nous divertir des injustices plus fondamentales et pour diffuser, on peut peut-être dire, notre colère. However, within this general framework, the novel, Never Let Me Go, draws attention to the character of Tommy. If you've read the novel or you've seen the film, you will remember this character, who suffers from violent fits of rage. Donc il y a un personnage dans le livre qui a des attaques de colère. Il commence à s'enrager, et mettre les bras et les jambes et frapper la boue et tout ça. Donc il se met en colère et il ne sait pas vraiment pourquoi. Although Tommy himself is not quite willing to see things in this way, Kathy, the narrator of the novel, considers these fits of anger to be related to a kind of knowledge, to the fact that somehow Tommy always knew that he and his fellow students, here I'm giving away the end of the book, or the point of the book, all of them are clones. Tous les étudiants dans le roman sont des clones qui reçoivent une éducation humaniste à l'école, mais en fait qui sont destinés pour donner leur organe à un certain point et mourir. Donc ils sont bred, ils sont poussés pour donner leurs organes à un certain moment. All of them clones, bred to donate their organs to non-clones, are being exploited by a society that claims to care for them, parce qu'ils reçoivent une éducation, and has moreover institutionalized care as part and parcel of this practice of exploitation. Now this is a very grim vision of the welfare state indeed. Soin, welfare, only becomes part of a practice of exploitation of a kind of power game that is being played out. However, by having the reader sympathize with Tommy, Robbins argues, the novel appears to be making the case for the expressing of anger, this is Robbins, which is to say, a case in favor of the cruelty that the free expression of anger can cause. Of course, cruelty is bad, Robbins says at the end of his article. This is Robbins again. All things considered, civility would be preferable. But here, in the novel, at least cruelty and incivility also seem to be part of a more expansive and counterintuitive political vision, one that allows us to consider caring here as possibly conflicting with caring there, that allows us to consider the welfare state as a distanced, anger-bearing project, in which anger is a necessary part of a genuine concern for people's welfare. Donc j'espère que vous comprenez, parce que c'est essentiel ce qu'il dit là. La colère, anger, la rage, devient, dans une vision comme ça, un élément nécessaire d'une politique de soins. Pour se soigner, pour prendre soin de soi-même, pour prendre soin des autres gens, pour se concerner avec la providence des autres, il faut se mettre en colère parfois. C'est ça qu'il dit. To a certain extent, the passage makes one consider the argument presented in Orange Juice and Agent Orange, the other article that Robbins wrote that I already cited. Whereas Robbins in that article appears to take it up for the welfare state, against the welfare state's association with fascism, in the article on Ishiguro, it becomes clear that his defense of the welfare state does not add up to some kind of blind embrace of its administrations. Instead, Robbins tries to safeguard a political culture of conflict from what one could call the ideology of care, from the kind of care that risks to become explicit with exploitation, as Ishiguro's novel shows. If the state is thus, as I have suggested, a pharmacon, it appears that this pharmacological essence of the state is intensified with the appearance of the welfare state. As a bio- and psychopolitical entity that explicitly aims to govern our welfare, the welfare state risks to become complicit with neoliberalism's culture of complicity, a culture that in fact contributes to the destruction of welfare and of the politics of conflict altogether. Et c'est pour ça que la colère ou la rage devient nécessaire, according to Robbins. With these reflections on anger, and now I'm moving dans la dernière partie de la présentation, on anger against neoliberalism and the welfare state's cultures of docility, on a caring anger that would be genuinely concerned with people's welfare, and on anger's complicated politics, we have entered into the realm of aesthetics, which I understand here as the realm of sensibility. Pour moi, la question de la colère, c'est une question esthétique, une question de l'aesthesis.
In this context, it is worth noting how in the aftermath of the recent riots in London, dont Tania a déjà parlé l'autre jour, in London and also in other cities in the United Kingdom, much of the discussion came to center around this question of anger and how it should be educated. Certains d'entre vous, peut-être vous vous souvenez de ça. Il s'agissait d'une colère et comment est-ce qu'on peut rééduquer ces jeunes gens qui sont en colère, qu'est-ce qu'ils font à être en colère. Rather than considering the riots as an economic issue that is caused by inequality, unemployment, the widening gap between the poor and the rich, those in power chose to consider it as a cultural clash that had nothing to do with the economy. The issue is not inequality, they say, it is that the rioters need to be taught a lesson, need to be taught the ethic of contemporary neoliberal society so that they will no longer destroy but respect the capital that surrounds them. Rather than seizing the riots as a call for the abolishment of deep and systematic injustice, as Robbins puts it, they were seized as an opportunity to call for a re-education of youth. You could summarize it like this. We need, you can imagine Cameron saying this, we need a new Protestant ethic to reinforce the spirit of capitalism. Avec référence à Max Weber, le livre que j'ai lu avec Bernard l'été dernier. One of the things that the discussion in the aftermath of the riots thus made clear is that education, paideia, on a déjà beaucoup parlé de ça, will be at the center of our contemporary relation to neoliberalism and the welfare state. If power, in the aftermath of the riots, becomes interested in such aesthetic education as a way to transform young people's anger into complicity with neoliberalism and the welfare state's culture of docility, into what could also be called consensus politics, it is important to note the critical call for another kind of aesthetic education, in which anger would become part of a politics of dissensus, to recall the work of Jacques Rancière, that would genuinely care about the people's welfare. I'm not saying the London riots are necessarily that, but I'm trying to find an opening there for a more positive politics. With reference to Bernard Stiegler's discussion of nuclear criticism in his book on pharmacology, Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, one could note that Robbins' work shows that such a politics is not a nuclear politics that would blow the welfare state to pieces. Instead, Orange Juice and Agent Orange reveals a strong attachment to the welfare state, bien qu'il faut parfois se mettre en colère contre l'État-providence. I have argued, in fact, that Robbins, as well as some of the other theorists discussed here, urge one to adopt a pharmacological attitude towards the welfare state, an attitude that would enable one to consider not only the state's different guises, donc les différentes formes de l'État, but also the different effective responses, colère, joie, les différentes réponses affectives, that such a plurifaith state may necessitate. Merci. Donc pour la question, n'hésitez pas à les poser en français. J'espère que je les comprendrai et qu'on pourra un peu discuter. Juste une question. J'ai vu aussi que Peter Sloterdijk a écrit un livre dans ce thème. Je ne l'ai pas lu, mais peut-être que quelqu'un ici... Sur quoi il parle? La colère, oui. Qu'il en parle beaucoup là, dernièrement. Et d'ailleurs, même il a prévu presque qu'il y aurait une révolution au Moyen-Orient en novembre. Il a fait une interview d'une demi-heure et il parlait justement de la colère en Europe. La question d'un Hollandais lui pose la question pourquoi il n'y a pas de colère en Europe. Et il avait expliqué un petit peu et il dirait que ça a plus de chances d'arriver au Moyen-Orient parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de pression, beaucoup de unemployment. Alors c'était intéressant, mais c'est intéressant que ça revient aussi en Europe là. Bien sûr, ce que j'ai dit sur les émeutes à Londres, c'est lié pour moi à ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis posé la question de la colère, en fait. En voyant cette colère, qu'est-ce qui se passe là? Et pourquoi
est-ce que ça ne se passe pas, par exemple, ça se passe, mais pas dans la même façon dans les contextes dans lesquels je vis, dans les États-Unis, par exemple, en Californie, il y avait beaucoup, ils ont commencé à couper des départements de langue ou de la littérature, il y avait beaucoup de gens dans les rues, mais pas avec les mêmes conséquences qu'en Moyen-Orient, par exemple, donc c'est totalement différent. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la colère d'une part, mais c'est surtout l'éducation de la colère. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de colère en relation avec éducation esthétique. Je ne fais pas une sorte de plaidoyer pour une colère aveugle qui ragerait contre tout. Non, ça serait la mauvaise partie de la pharmacologie. Je crois qu'il faut avoir une aesthetic education, une éducation esthétique qui ne résiste pas à la colère, mais qui enseigne la colère, pratique la colère comme une technique de soi, mais pas dans la façon dans laquelle Cameron veut enseigner la colère. Donc, si lui il veut enseigner la colère, donc enseigner les gens à agir autrement, il peut le faire. Je n'ai pas d'objection nécessairement contre ça, mais il faut se réaliser ce qu'il fait, et il faut le faire aussi. Comme nous sommes dans les universités et on enseigne les jeunes gens, on prend des cours, je crois que c'est important de différencier entre ces différentes éducations esthétiques. Diffuser la colère, pratiquer la colère dans une autre façon. Je le fais premièrement en anglais et après je le fais en français parce que je cherche encore les idées un petit peu. Dus firstly in English, ik doe het niet in het Nederlands, dat is nog leuker. Just pour faire des choses encore plus confus, on peut parler dans notre langue. Okay, I'm confused. Is education is education. One of the key things the Social Democrats did in their maximum period of power in the 60s and 70s in Sweden, PVDA, Holland, etc., was that they saw education as a potential tool of action. And at that point, I think, education is totally inside institutionalized power forms. You had a subtext through your whole paper about your supervisor for your thesis. And the subtext was all about the power and repressive power of education as structure, hierarchy, and institution. Thus, education is one of the things that's fascinating is we've done the analysis of the effort of the Social Democrats to use education to create equality. It failed. I think all the sociology of education today agrees that education follows social development. It cannot precede it or cause it. Certainly when it's done as an analysis of institutionalized education. Thus, there's a tension in your paper which I think needs to be bigger, which is between education as your supervisor's hierarchy as universities, and a potential for an aesthetic education, which I think would have to be radically outside of those institutions, and I think your own subtext argued that, but your explicit text didn't. Dans l'histoire de la social-démocratie, il y avait toute une époque, dans les années 60 et les années 70, où les démocrates sociaux ont pensé de l'Europe du Nord, chez nous en Pays-Bas, en Suède aussi, que c'est possible pour l'éducation à faire des changements dans la société et d'augmenter l'égalité dans une société. Je crois que la sociologie de l'éducation a donné assez de preuves que ça c'était une impossibilité, et c'était beaucoup plutôt que l'éducation institutionnelle suit les changements de la société et ne peut pas être une cause du changement positif. Dans son texte, il y avait dans tout le texte une sorte de sous-texte sur l'éducation comme hiérarchie, comme le président de sa thèse, comme une force de suppression de liberté. Et ce que je demande à lui, ce n'est pas dans son présentation qu'il y a une radicale division à faire entre l'éducation institutionnalisée comme dans l'université et dans les hiérarchies, et une autre sorte d'éducation qui était hors des institutions, hors de l'université, et que peut augmenter une sorte d'éducation esthétique. Et s'il n'a pas assez exploité cette division dans son texte. Je suis assez clair en français. Tout le monde a compris? C'est une très bonne remarque et je suis tout à fait d'accord. En fait, ce que j'essaie de faire avec la notion d'éducation esthétique, c'est vraiment de penser un autre mode d'éducation. J'ai commencé à faire ça parce que
J'ai fait mes études, en fait, je suis en littérature, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, et j'ai fait mes études de doctorat à une institution assez traditionnelle, Columbia University à New York. Et puis, je suis passé de ce contexte-là, le département d'anglais, où il y avait des gens comme Gayatri Spivak et Edward Said, que vous connaissez sans doute, qui enseignaient là. C'était assez traditionnel, à une école d'art. Donc maintenant, j'enseigne dans une école d'art. Mes étudiants sur le niveau BA sont seulement des artistes. Et donc, ils s'approchent des textes dans une façon totalement différente. J'enseigne Bernard Stiegler, par exemple, et ils le lisent totalement différent que mes étudiants à Columbia. Et j'ai commencé à poser cette question de l'éducation esthétique. Comment est-ce que l'éducation esthétique est différente d'autres formes ou autres types d'éducation? Et CalArts, l'institut où j'enseigne, a une histoire très particulière. C'est un institut, c'est fondé par Walt Disney, donc il y a beaucoup de problèmes de politique là aussi. Mais c'est un institut qui a toujours essayé d'être hors des politiques institutionnelles. On n'a toujours pas de grades comme on a dans les universités américaines. Tu sais, quand on écrit un papier, on reçoit A, A+, A-, A-, B, C, des lettres comme ça. On ne fait pas ça. On donne high pass, pass, low pass. Et à l'origine, il n'y avait pas de truc comme ça à CalArts, pas du tout. C'était plutôt une sorte de mode de vivre. Donc les gens y venaient, même s'ils ne voudraient pas faire d'art, juste pour vivre là et être dans une communauté et réfléchir, penser, parler, écrire, faire de la musique, tout ça. Ils ont introduit les grades pendant le temps de Vietnam pour accréditer l'institut, pour que les gens qui venaient à CalArts ne devaient pas aller à la guerre. C'est pour ça qu'ils sont devenus plutôt institutionnels. Aujourd'hui, on a toujours des problèmes encore, l'Institut a toujours des problèmes avec l'accréditation, parce que l'accréditation veut qu'on fait des choses dans une certaine façon, donc veut institutionnaliser the Institute of the Arts, mais l'Institut résiste. Et donc ça se passe dans tous les niveaux. Et donc ça m'intéresse, cette différente dynamique, je trouve ça très frustrant parfois, bien sûr, mais aussi très créative. Et c'est lié à la question de l'esthétique, pour moi, la production de l'art. Et donc, pendant que je suis là, je commence avec ce que je fais moi-même, comme tu as dit ce matin, il faut que je réfléchisse sur ça, parce que j'ai l'impression que c'est totalement différent de ce que je faisais avant. Et donc, ce que je dis ici, et la notion d'éducation esthétique que je développe ici, est un essai de faire ça. De développer une sorte d'autre façon de faire l'éducation. Et c'est lié, bien sûr, à, par exemple, le projet de Jacques Rancière aussi, Le Maître ignorant. Vous connaissez sans doute ce livre, ou ce que Bernard fait aussi d'en prendre soin, où il parle de philosophie comme éducation. Et là, en fait, je n'ai pas parlé de ça, mais on a parlé un peu du République, ce qui n'est pas le meilleur dialogue de Platon, mais quand même un dialogue très intéressant. C'est intéressant que dans le premier livre de la République, il y a un moment de colère extrême. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais Socrate est en train de discuter la justice et il dit la justice c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Et puis il y a un monsieur dans le public qui est en train de se fâcher, il devient de plus en plus fâché, il s'appelle Thrasymachus. Et donc à un certain moment, il saute comme un tigre, je crois que c'est dans la traduction anglaise, il saute comme un tigre qui était en train d'attendre pour prendre la parole, et il dit, moi je ne suis pas du tout d'accord, la justice c'est ça, et ça donne une dynamique totalement différente au premier livre, et c'est la cause par laquelle le premier livre finit dans une façon très décevante. Socrate dit, je ne sais pas, on ne sait pas ce que c'est la justice, c'est très décevant. Et puis après, ça change, Thrasymachus n'est plus là, et il développe cette idée de distribution de classe et de matière et cette vision communiste et tout ça, et on reçoit des réponses. Mais c'est le moment de la colère, je crois, dans le premier livre, qui est vraiment subversif. Je n'aime pas ce que Thrasymachus dit, mais je crois que c'est intéressant de se réaliser que c'est un moment de colère qui commence le dialogue de la République. Bonjour à tous, merci pour cette présentation très éclairante. Je voudrais revenir sur la question de la colère. Bien évidemment, quand on entend ce mot, il est nécessaire, vital, d'être en colère, et c'est sain à certains moments. Mais simplement, j'aurais aimé peut-être que vous développiez la question de l'expression de la colère. Parce qu'effectivement, quand on parle des révolutions ou des
cet été au Moyen-Orient ou ce qui s'est passé en Angleterre, l'expression là c'est la violence, une très très grande violence. Et ce que vous évoquiez concernant la République, bien évidemment, on voit une autre forme d'expression de la colère dans la discussion. Alors peut-être effectivement revenir sur ce point, que la colère n'est pas forcément la violence, que peut-être la violence est une expression de la colère parce qu'on ne peut plus faire autrement et parce qu'on n'a pas voulu entendre avant une colère qui était peut-être plus pacifique. Oui. Voilà, merci. Alors c'est une très bonne question, je crois, et une très grande question aussi. Il n'y a pas seulement la relation entre colère et violence, mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur la question de la violence. On peut penser à Derrida, par exemple, Force de loi, où il parle de la notion du Gewalt en allemand, ce qui n'est pas exactement la violence. Donc il parle des connotations positives du Gewalt, par exemple. Ça, c'est déjà important à se réaliser. Et puis, dans ce texte, il parle de Walter Benjamin. Et donc un texte qui est vraiment crucial ici dans ce débat-là, c'est le texte critique de la violence. Ça s'appelle comme ça Zur Kritik der Gewalt en allemand. C'est un texte extrêmement difficile. Chaque fois que je l'ai lu, j'ai l'impression de ne rien comprendre, mais je comprends toujours un petit peu, donc j'ai un peu écrit sur ça aussi. Benjamin et Zizek a parlé de ça, Judith Butler a parlé de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont récupéré ce texte, et Agamben aussi, par exemple, je l'ai mentionné. Il lance là, après avoir discuté beaucoup d'oppositions binaires, il lance une notion, une sorte de troisième terme, à la fin de cet article qui s'appelle la violence divine. Et donc Judith Butler, la féministe américaine, philosophe américaine, hegelienne, vous la connaissez sans doute, elle a écrit sur cette notion-là en se demandant comment est-ce que cette violence est divine. Est-ce qu'elle est divine du tout? Qu'est-ce que Benjamin veut dire par cet adjectif divine? Mais plus important pour nous et pour votre question, c'est comment est-ce qu'elle est violente? Est-ce que cette violence duquel Benjamin parle, est-ce qu'elle est violente? Et puis, j'ai pensé à ça ce matin, quand Bernard, toi, tu as donné ta conférence, et quand tu as parlé de la grève. Parce que Benjamin, dans ce texte-là, il parle de la grève. Et il distingue entre différentes formes de grève. Et donc, il parle d'une grève non violente et une grève violente. Et si je me souviens bien, mais s'il y a des spécialistes dans le public, vous pouvez me corriger, il dit que c'est la grève générale qui est violente, mais dans une façon non violente. Je ne crois pas qu'il pense à une violence qui fait couler le sang. C'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre qui se passe là. Dans la traduction anglaise, c'est difficile à comprendre parce que se traduit très négativement. Benjamin, chaque fois ou plusieurs fois, quand il parle de l'effet de cette violence, il utilise le mot en allemand aufheben. Donc ça, c'est le terme hegelien qui est lié à destruction, création. En anglais, on traduit avec destroy, annihilate, des mots comme ça, qui sont trop négatifs, je crois, pour le mot aufheben. Donc il y a un problème de traduction là, quand vous lisez le texte en anglais, je ne sais pas comment ça a été traduit en français. Mais donc, là, je serais tenté de ne pas, comme j'ai essayé de récupérer la notion de colère, de ne pas abandonner la notion de la violence, mais peut-être de penser une autre notion de violence. L'éducation est mentionnée par Benjamin comme une forme de violence. Il parle de, c'est très intéressant, erzieherische Gewalt, la violence éducative, ou qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est très intéressant ça, parce que bien sûr, l'éducation ne va pas couler le sang, littéralement, ce n'est pas une négation existentielle comme Schmitt en parle dans son concept du politique. Il y a quelque chose d'autre qu'il imagine là, et moi je m'intéresse à ça. Donc, bien sûr, il ne faut pas être naïf et il faut toujours réaliser la violence vraie qui fait couler le sang, qui se passe dans les rues en Égypte ou n'importe où qu'il y a de la violence. Mais il y a aussi des autres formes de violence et je trouve l'important de les penser en relation avec l'éducation. Un dressage. Comment? Un dressage. Une forme de violence. Dressage, ok. Ouais.
Mais ça, c'est plutôt négatif, bien sûr. Moi, j'essaie de penser des formes plus positives. Donc, violence comme technique de soi, pas seulement comme lié au bail. Alors, on vient de mentionner rapidement Nietzsche, mais clairement, j'avais pensé à Nietzsche pendant le discours sur l'espèce de la mentalité de l'esclave qu'il décrit, qui décrit finalement une docilitation du peuple, si on veut, ou une émergence d'une culture de docilité. Et j'ai pensé aussi à Arendt et sa description de l'inversion du privé et du public à travers l'histoire de l'émancipation du peuple, la soi-disant démocratisation. Donc, la question est, au fur et à mesure que le peuple est émancipé, est-ce qu'il atteint, il obtient la citoyenneté, l'accès à des moyens de production, à l'éducation, à tout ça, comme tu disais, et avec le welfare state, on nous donne de la main droite à la main gauche des petits cadeaux pour nous réconforter, pour nous divertir. Est-ce que ce processus-là, parce que en fait la question est, j'ai entendu Richard Rorty dire des choses, par exemple comme si personne n'exprime de colère ou exprime de désir de changement, alors il n'y a pas de problème. De quoi on se mêle finalement. Mais surtout avec une conversation avec Stengers justement, où Stengers disait non, la philosophie doit s'orienter vers une politique, vers une émancipation, doit s'orienter autour d'une politique. Et lui disait non, mais non, je vois pas ce lien-là. Et finalement, les choses vont déjà de mieux en mieux parce que il y a de moins en moins de colère, finalement. C'est quelque chose comme ça. Et ça revient un peu à ce dont on parlait avec Emmanuel il y a 2 minutes pendant la pause. Il disait, si je vais paraphraser, mais c'était à peu près que il supposait que si, par exemple, avant, par exemple, avec l'industrialisation et la sécurisation de la machinerie et de la technique, par exemple, que le travailleur est moins en danger lorsqu'il travaille avec les machines, il va moins souvent perdre sa main ou se blesser en travaillant. Et donc, il y a moins de personnes qui se blessent, mais lorsqu'on se blesse, alors ça devient pire relativement. C'est-à-dire que ça crée un phénomène de rareté qui valorise ou qui donne plus de valeur, c'est une valeur négative dans ce cas-ci, mais qui donne plus d'importance à cette personne-là qui a perdu sa main dans un contexte où personne ne perd plus sa main. Donc, c'est ça ma question, parce que ça relève de la même question. Est-ce que c'est mieux d'espérer finalement que personne ne soit en colère? Parce que finalement, c'était un peu le processus même qui motive l'émancipation, c'est de soulager la colère. Donc, si elle est soulagée, alors la question est pourquoi essayer est-ce qu'elle est là sous la surface et qu'il faut la réveiller? Mais c'est une grande question. Ça. Après, on se demande si on n'est pas dans un élitisme intellectuel. Puis il y a cette question-là qui me trouble toujours. Mais je suis d'accord avec toi. Je joue l'avocat du diable. Écoute, j'ai pensé beaucoup de choses quand tu étais en train de parler. J'ai pensé à ce terme de prolétarianisation générale et la façon dans laquelle ce que j'ai dit sur la colère peut
peut faire partie de ça. Donc on est tellement prolétarisé qu'on ne sait plus s'enrager, par exemple. J'ai pensé à notre aliénation de la colère, par exemple, dans ce que tu as dit. Tout ça est très intéressant. Maintenant, j'ai oublié la dernière chose que je voulais dire. Tu as fini par dire quoi? Non, c'était quelque chose d'autre. Oui, alors je voulais répondre à ça avec une question. Peut-être ce que mon titre aurait dû être pour la dernière partie ou la deuxième partie de mon propos, qu'est-ce que la colère? Je dis ça pour de nombreuses raisons, mais j'ai pensé quand tu étais en train de parler, quand tu parlais d'émancipation et les conditions s'améliorent dans la société et à un moment on va vivre, comme Rorty dit, dans une société où les gens ne se plaignent plus, ils sont plus en colère, tout va bien, nous sommes tous contents, the happy family having their big Greek wedding and whatnot. Yeah? Je ne crois pas à ça. C'est comme Kant dit dans Was ist Aufklärung? Aufklärung n'est jamais fini. Il y a une question dans le titre de cet article et je crois ce qu'il dit c'est l'âge de l'Aufklärung quand le projet sera fini n'arrivera jamais parce que l'Aufklärung elle-même doit être aufgeklärt, donc ça continue toujours, tu sais. C'est pour ça que Foucault reprend cet essai aussi avec une question comme son titre et la question continue, hein. C'est une sorte de justice poétique que le titre de ces articles sont tous des questions. Donc pour moi la rage c'est comme ça ne va jamais s'arrêter, il y a une sorte de rage aufgeklärte Wut, on pourrait peut-être l'appeler aufgeklärte Wut, une sorte de rage, comment est-ce qu'on dit, des lumières ou quelque chose comme ça, qui continuera toujours comme une forme de critique, parce que je m'intéresse beaucoup à ça. Quand Foucault écrit son essai, qu'est-ce que Was ist Aufklärung, il écrit aussi un essai. Qu'est-ce que la révolution? Qu'est-ce que la critique? Donc, ce sont toutes des questions qui sont liées pour lui, je crois, et je m'intéresse beaucoup à ça. Je dis ça aussi à cause de quelque chose que Bernard a dit quand il était en Californie, et je crois que tu parles de ça aussi dans le livre sur la pharmacologie, je ne suis pas sûr. Mais on a discuté alors cette question du qu'est-ce que, donc la question de Platon, TST. Comment est-ce qu'on traduit ce TST? What is, qu'est-ce que c'est? Et donc Bernard a fait le propos après Laurent Barthes de le traduire avec ce que Barthes appelle la clausule Zazic ou la formule de Zazie ou quelque chose comme ça vient de Zazie dans le métro, la vertu mon cul. Donc TST est traduit comme la vertu mon cul. Si on approche l'éducation de cette perspective-là, ce n'est jamais fini. Ça se répète toujours parce qu'on ne trouve jamais vraiment la réponse et je crois avec... la colère, pour moi, c'est la même chose. C'est une force critique dans la société et je ne crois pas que nous serons à un moment totalement émancipés où ce processus sera fini. Quand on perd la rage, on perd une façon d'être critique, je crois. Et donc c'est pour ça que je veux la défendre un petit peu dans ce contexte de l'état profond. Donc j'avais deux contributions en fait. La première, c'est à propos de Sloterdijk, dans le livre, c'est Stormside, qui dit très clairement que les Sidaka, c'était presque des banques de rage, des banques de colère. Et donc, des banques. Le quoi? Le Sidaka? Le quoi? Non, tout le syndicat. C'est le résultat d'une opération de collection de crédits de colère des gens. Ça, c'est la thèse fondamentale de Stormside. Mais c'est un mot allemand, banque? Non, banque. Banque, c'est quoi? La banque? Une banque financière? Yes. Ok. Une banque qui collecte de la qui rage. collecte, ok. Ah oui, la banque. D'accord. Et puis, il y a des investissements pulsionnels de Timus. Donc un anger bank ou quelque chose comme Exact. ça. Ok. Exact. Mais, alors, je voulais ramener ici la contribution de Hirschman, l'auteur de The Passion and the Interest, la thèse duquel c'est fondamentalement que pendant les années de guerre de religion, ils ont tenté de jouer les intérêts contre la rage, contre les passions, pour chercher à contrôler les passions, pas en les niant, mais en les jouant l'un avec les autres, l'un contre les autres. Donc l'intérêt, c'est exactement ce qui a été joué contre la rage, contre la colère.
Et donc, le sous-titre du livre de Hirschman, c'est exactement des épreuves pour le capitalisme. Donc, le capitalisme a été, d'une certaine façon, conçu exactement pour arriver à produire ce type de résultat. Donc, les intérêts qui nous rendent dociles et détruisent la rage. Les intérêts joués contre la rage. C'est intéressant. Je n'ai pas vraiment de réponse, peut-être. Oui. Mais merci pour les références. J'ai revenir un peu sur ce Sloterdijk et sur la notion de colère, parce qu'en fait, je n'entends pas, vous parlez plus près. Sloterdijk, en fait. Il n'est pas allumé, je crois. Ça marche pas ? Sloterdijk, dans son livre sur la colère, en fait, fait une relecture de Sanuzeit et Heidegger. Donc c'est un livre conséquent. L'idée, en fait, c'est de distinguer la colère et l'origine de la colère. Et je vais 2 minutes là-dessus. Première chose, l'origine de la colère, en fait, c'est la colère de Dieu. C'est ce qu'il dit dans le premier chapitre. Et la colère de Dieu, c'est le monothéisme. D'une certaine façon, c'est un passage du polythéisme au monothéisme, colère de Dieu. Colère de Dieu, c'est une négociation avec la loi, c'est un truc qui, d'une certaine façon, va permettre, évidemment, d'organiser le collectif autour, disons, d'une possibilité de discuter la loi. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, en fait, et ce qui est intéressant dans la position, deuxième point, il y a une matrice qui a été soulignée tout à l'heure, une matrice capitalistique de l'intérêt et de la capitalisation de la colère. Et donc, il y a un processus d'interprétation chez Sloterdijk, en fait, qui consiste à relier la colère au processus d'accumulation capitalistique. Ce qui fait que dans une deuxième phase de l'humanité, en fait, qui nous amène au totalitarisme, il montre en fait qu'il y a captation de la colère, en fait, par les partis communistes. Et qui vont, d'une certaine façon, attiser la colère face à le mécontentement, la justice, etc. Alors moi, je vais, sans relire, je n'irai pas au-delà dans le résumé succinct de Sloterdijk, ce qui veut dire que Sloterdijk, à la fin, se retrouve dans une position un peu bizarre. Il est un peu dans une posture où, critiquant l'État-providence, puisque en fait, l'inefficience de l'État-providence, qui est la position un peu droitière de Sloterdijk, il se retrouve dans une position paradoxale où il est obligé de défendre, en fait, c'est l'État-providence. Voilà la question. Alors, qu'est-ce que c'est que maintenant la vraie question ? La colère sur l'origine de la violence. La colère, c'est pas une catégorie de la République, au sens de la Res Publica. La catégorie centrale de la République, c'est la paix. C'est d'être paisible, c'est d'arrêter d'être excité, c'est-à-dire en fait de se mettre d'accord autour de lois. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'État-providence aujourd'hui, évidemment, est en phase de, alors il y a différents types d'État-providence, il y en a moins 4, il y a l'État-providence bismarckien, d'une certaine façon qui pourrait avoir une tendance un peu autoritaire, au Bismarck disant ce que les socialistes n'ont pas fait, moi je vais le faire, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Et d'autre côté, on a un État-providence, grosso modo keynésien, qui serait porté dans les années 30 par, le Front populaire en France. Donc c'est-à-dire qu'il y a une grande amplitude de cette question de la République et de cette question de l'État-providence. C'est-à-dire dans les termes de l'État-providence, welfare state, la traduction c'est bien-être. Providence, je ne vais pas refaire un truc sur l'origine théologique de la providence, mais ça serait intéressant. Mais sur le problème du bien-être, c'est une question fondamentale qui a été posée par Aristote, et qui est reposée par la République, d'une certaine façon, et qui se trouve devant une aporie aujourd'hui, qui est en fait le dysfonctionnement de plus en plus grand du système de redistribution, puisque la loi qu'a mis en place la République, c'est pas du donnant-donnant au sens de les petits cadeaux, les gâteries, ce que Sloterdijk appelle les gâteries. L'idée, c'est qu'il y a une dynamique de la question sociale qui apparaît, dès la Révolution française, et là, Castel a fait l'histoire, et en France d'autres, Donzelot, etc., de cette évolution de la question sociale, qui d'une certaine manière est coextensible de la question du salariat. Et donc, développement de la liberté du travail qui est déjà la première inscription des droits de l'homme. Et la République, d'une certaine façon, va être sur deux béquilles, à la fois le problème de la formation du citoyen et des droits de l'homme, mais en même temps la liberté du travail, qui est d'une certaine manière la condition sur laquelle tous les
post-révolutionnaires à partir de 93 se mettent d'accord, c'est-à-dire, en fait, la révolution a produit un désordre, il va falloir reproduire un certain ordre. Quel est l'ordre qui est produit? Eh bien, c'est l'ordre de la rentrée dans la, de la rentrée progressive dans le monde du salariat. Et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que la rentrée progressive dans le monde du salariat va être, la condition, la nouvelle condition ouvrière, entre guillemets, qui très rapidement va donner lieu, non plus, en fait, à la promesse de Smith du développement, de la productivité, mais évidemment de la paupérisation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même certains libéraux, vont se poser la question dès les années 1820, après il va y avoir 1830 évidemment, de la non-pertinence du programme libéral. Et Stuart Mill, par exemple, qui est un libéral, va appeler en fait à un État-providence, une intervention, disons, de l'État pour réguler évidemment les asymétries qui sont produites par l'entrée dans le monde du salariat. Ce qui veut dire que le système de la République dont je suis en train de parler, c'est une façon d'apaiser la colère. Parce que la colère, elle apparaît dans les enragés de 89, elle apparaît en fait dans la conjuration des égaux, elle réapparaît en 1830, elle réapparaît en 1848, elle réapparaît en 1870. C'est-à-dire en fait, et à chaque fois, l'irruption de cette colère, c'est quoi? C'est un nombre de morts et qui va se solder, in fine, par le retour de la République. C'est-à-dire en fait d'une paisibilité rachetée. Et donc là, la question pour aujourd'hui, à mon avis pour nous, c'est qu'effectivement, il y a des irruptions de la colère, mais ce qui est plus important, à mon avis, c'est de construire la positivité d'une nouvelle condition de paix sociale, et pas de dire qu'il s'agit de racheter la paix sociale sur la critique de l'État-providence, mais de pousser plus loin, évidemment, les formes de bien-être, et de recomposer, évidemment, ce qui pourrait être, entre guillemets, une orientation de la République. Orientation de la République qui, jusqu'à maintenant, a toujours accompagné comme une conséquence de la redistribution, le bien-être par rapport à l'évolution de la production industrielle, donc de la croissance. Et ce système-là, aujourd'hui, il dysfonctionne. Alors, deux choses. Oui, il y a de la colère. Il y a de la colère à Athènes, il y a de la colère en Angleterre, mais ces colères-là, en fait, c'est des irruptions. Ces irruptions, en fait, sont des formes de violence qu'il s'agit de réintroduire dans un discours républicain, c'est-à-dire le discours de la paix. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de travailler sur les conditions de paix plutôt que sur les conditions de colère. Merci pour tout ça. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout ce que vous avez dit, bien que c'était très intéressant et surtout la petite histoire de l'État-providence que vous avez donnée, dans une certaine façon, serait une bonne ajoutation, je ne sais pas comment dire, addition à mon papier, mon propos. Mais je voulais parler un petit peu de cette question de la religion et du divine violence, göttliche Gewalt, qu'on avait déjà abordé avec la question sur la violence. Ajoutons une scène de colère aux scènes que j'ai déjà discutées et que vous avez ajoutées quand vous avez posé des questions. Une scène de colère qui vient à l'origine de la donnée d'une loi. Vous savez ce qui se passe après Moïse, c'est comme ça, oui, reçoit les 10 commandes. Il se met en colère. Non? Il descend de la montagne où il était pour 40 jours et il se met en colère parce que le peuple qu'il trouve est en train d'adorer le vaudor, c'est ça. Donc il se met en colère et qu'est-ce qu'il fait avec la loi? Il la casse. Il la casse. C'est une scène de colère où il casse la loi et tout d'un coup ça devient impossible pour le peuple de se mettre d'accord autour de cette loi parce qu'elle n'existe plus. Les tables de la loi sont cassées. Donc il faut redonner la loi. Et donc la loi est redonnée dans la Bible, mais quand on lit le sommaire de la loi qui est donnée la deuxième fois, ce n'est pas exactement une répétition de la première loi qui a été donnée, bien qu'elle devrait être exactement la même. Ça, c'est un peu la fiction de cette histoire-là. Je trouve ça très intéressant, que la loi, de son origine, est divisée par cet acte de colère, et que, comme résultat, c'est impossible de se mettre d'accord autour de cette loi, parce qu'il existe deux versions.
Non, parce que chez Schoenberg, par exemple, qui a fait un opéra qui s'appelle Moïse et Aaron, ce qui est assez intéressant chez Schoenberg, il n'a pas commencé après. L'opéra Moïse et Aaron de Schoenberg, qui a été écrit dans une période de l'histoire assez trouble, reprend la question du statut de la loi. Et la particularité, est la suivante, c'est que dans le débat entre Moïse et Aaron et son frère, dans le débat entre Moïse et Aaron et son frère, l'idée c'est que la reformulation de la loi dont vous venez de parler va permettre quelque chose de formidable, qui est l'interprétation. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que la loi est donnée, c'est le problème de l'écriture, on va pouvoir discuter du contenu de la loi. Et ce qui est extraordinaire dans Schoenberg, dans cet opéra, qui est par ailleurs difficile à entendre, parce que Schoenberg c'est une musique assez difficile, enfin difficile, pas évidente, évidemment, l'idée qui est extraordinairement portée en avant, qui est reprise par Sfez d'ailleurs dans un ouvrage critique de la communication, il termine d'ailleurs sur Moïse et Aaron, comme étant en fait la condition de la naissance de l'interprétation, c'est que la loi est là, la loi a été donnée. Alors ça c'est une question importante, mais pour autant ça n'empêche pas que, si je reviens à la lecture de Sloterdijk, c'est que la loi est donnée par la colère de Dieu. C'est-à-dire que la première colère, c'est d'une certaine manière l'étape de la loi, c'est que Dieu est en colère. Et puisqu'il est en colère, il envoie l'étape de la loi. Et après, évidemment, vous dites que ça ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, débat entre Moïse et Aaron, possibilité de discuter de la loi. Et on voit bien d'une certaine façon, moi je vais en arriver là, c'est que les enragés sont des excités. Donc d'une certaine façon, ils font place à leur système nerveux plus qu'à leur système de rationalité. Ce qui veut dire que la paisibilité, le caractère paisible, c'est la paix, les conditions, c'est de trouver les conditions de la paix qui, d'une certaine manière, dans l'histoire, sont, dont Kant, par exemple, ou dont Bernard, ce matin, à mon avis, dans le texte qui nous présentait, réécrit un peu les conditions de la paix dans la période contemporaine, et qui sont en fait des textes fondamentaux pour, en fait, si je reprends une catégorie de Sloterdijk, déstresser en fait le volume de pulsions qui peut se développer de manière totalement incontrôlée, comme en Angleterre par exemple. Et on voit bien que de ce point de vue-là, la catégorie de la colère, je terminerai là-dessus, c'est une catégorie psychologisante et qui ne renvoie pas à des systèmes de régulation où c'est la paix sociale, entre guillemets, la question sociale qui se pose. Et donc en fait on psychologise et sans avoir en fait à poser la question qui est différente de la colère, hein, c'est la question plus fondamentale de la violence. Parce que derrière, c'est la question de la violence. Après, sur l'origine de la violence, c'est une autre question. Il y a des théories qui sont là, René Girard, etc. Mais c'est une question. Peut-être que je vais rapidement répondre, si je peux, avec deux courts points. D'abord, la colère duquel j'ai parlé ne va pas contre la paix. Donc je crois que c'est peut-être ça, le point le plus important contre ce que vous dites. Et puis, la chose avec Moïse et son frère, ça c'est très important aussi, en relation par rapport avec ce qu'on a dit de l'aspect performatif, une sorte de mimesis qu'on a discuté dans la République, parce que ce qui se passe là, c'est Dieu demande à Moïse de devenir le guide de son peuple, et Moïse dit non, je ne peux pas parler pour mon peuple parce que j'ai une sorte de... Comment est-ce qu'on dit? Oui, c'est oui. Et donc c'est pour ça que son frère entre et va parler pour lui. Donc là, il y a déjà une sorte de division avec le fondateur de la loi qui retourne dans les deux lois qui sont après données et qui facilite, comme vous avez dit, l'interprétation. Pour moi, c'est un point littéraire, mais puis il y a la discussion sur l'interprétation. Est-ce que ça mène à un consensus et on se met d'accord autour de la loi, ou est-ce que c'est plutôt une politique de dissensus, comment est-ce que je dis, de census politics, qui se développe là. Et là, ce sont des autres discussions. D'abord, je voudrais remercier Harley très fortement parce que cette question de la pharmacologie de l'État est absolument fondamentale aujourd'hui. Elle est vraiment essentielle, et je dirais de l'État et de la chose publique. Je pense que la question, au-delà de la question de l'État, c'est la question de la puissance publique, puisque d'ailleurs, Franck appelle à la République, c'est-à-dire il n'est pas simplement l'État. L'État, c'est une forme récente, très spécifique
de la chose publique. Alors moi je voulais un peu revenir sur votre question à propos de l'éducation et insister sur d'abord un point, c'est qu'il y a évidemment il y a différents types d'éducation, il y a différents acteurs de l'éducation qui s'articulent les uns avec les autres. Il y a aujourd'hui dans la situation contemporaine une tentative par le marketing de se substituer à tous les éducateurs, c'est-à-dire à court-circuiter l'éducation qui discrédite l'éducation structurellement. Et il y a une stratégie stratégie du choc, là pour le coup, de destruction véritablement des modèles éducatifs qui sont des obstacles à la circulation des marchandises. Cela étant, si je dis cela, c'est parce que je crois que moi j'ai essayé dans un bouquin qui s'appelle « Société », je ne sais plus comment dire, d'individus désaffectés, c'est le deuxième tome de Mécréance et discrédit. C'était juste après les attentats de Londres, qui ont fait plus de 300 morts. Je m'étais penché, comme beaucoup de monde à ce moment-là, sur la question du terrorisme et sur ce que j'ai appelé la sublimation négative. Pour essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, la rage conduit plus qu'à la rage, mais au crime et à la destruction, à la guerre. Et parce que le terrorisme est une sorte de guerre, en effet. Je ne dis pas du tout ça dans le sens où Bush a pu le dire, bien entendu, mais à un moment donné, décider de passer aux armes, c'est une guerre civile. C'est une tentative d'instaurer une guerre civile, d'imposer une guerre civile. Et j'ai essayé j'ai travaillé là-dessus en revenant sur la figure d'Antigone, justement, en développant le concept, ce que j'ai appelé le complexe d'Antigone. Antigone est une figure d'hypersublimation, si on peut dire, qui s'en prend à son oncle, Créon, en lui faisant la leçon, d'une certaine manière, en lui disant tu es incapable de représenter la loi, tu es infoutu de comprendre ce qu'il y a de sublime dans la loi, c'est ce qu'il appelle la loi humaine contre la loi non écrite et contre la loi divine, autrement dit. Et cette figure, moi, m'a intéressé parce que je pense que ce que j'appelle le complexe d'Antigone, je pense que c'est un moment absolument fondamental de la formation de l'esprit. Que si on ne connaît pas à un jour ou l'autre dans son existence un moment de colère et d'extrême ténacité dans sa colère qui peut conduire jusqu'à se faire ensevelir vivant pour ce qui concerne Antigone, ou à se faire sauter avec des bombes autour de soi. Ça peut aller jusque-là, mais en principe, ça ne doit pas aller jusque-là. C'est en principe, parce que si Antigone en est là, c'est parce que ça ne va pas du tout dans la cité grecque. C'est pas évidemment une situation qui convient. Mais en même temps, une jeunesse qui ne passe pas par cette violence, une jeunesse qui ne passe pas par la violence, n'est pas accomplie. Et il y a un moment de l'éducation qui va être une éducation de cette violence, qui est absolument fondamentale. Alors, cela étant, je voulais, si j'avais eu le temps, mais il faut absolument que je m'arrête parce qu'on est très à la bourre, je serais revenu sur le problème d'identification secondaire, etc., parce que là, j'insiste beaucoup, moi, sur cette dimension psychopolitique, si je puis dire, de la pensée freudienne et de la question de l'inconscient, etc. Si on avait eu le temps, peut-être que c'est plus le moment maintenant, mais j'aurais voulu qu'on discute avec Arne de Foucault et du rapport technique de soi et gouvernementalité. Parce que, Michel Foucault est décédé finalement au moment où il entrait dans ce sujet. Ça fait déjà quelques années qu'il était dans ce sujet, mais c'est quand même assez tardivement qu'il a commencé à travailler sur ces questions. Et comme vous le savez, puisque Ewald l'a écrit dans sa présentation, c'était le projet de faire un livre sur la gouvernementalité pensée à partir des techniques de soi. Et voilà, la question que je voulais te poser, Ernest, c'est comment est-ce que tu vois ça? Parce que pour moi, tu le sais bien, puisque je l'ai écrit et tu as lu le bouquin, je le sais, tu l'as cité tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a une tension chez Foucault entre il y a 4 périodes pour moi chez Foucault, et à l'intérieur de cette tension, il y a la question de l'interprétation du mot mélété, discipline, ou épiméléia. C'est-à-dire que discipline dans, par exemple, surveiller et punir, c'est la discipline de l'État violent, etc. C'est la discipline qu'à un moment donné, il combat. Bon.
et qui est aussi une façon d'interpréter l'éducation, le maître, le panoptique de la classe. La classe du musée, là, c'est typiquement la classe foucaldienne, et le dressage. Et en même temps, la discipline ressurgit à la fin comme tout à fait autre chose, qui est la discipline de Marc Aurèle, qui est la discipline de... Voilà. Et donc, comment est-ce que tu vois ça? Peut-être que tu veux qu'on y revienne une autre fois. Non, je crois que je le vois à peu près comme tu as dit. Pour moi, le travail dans le livre sur le soin, qui fait partie de l'histoire de la sexualité, fait partie d'une pharmacologie que je vois dans Foucault, mais je ne sais pas si tu utiliserais ce terme. Ça, pour moi, c'est le côté remédial qui est dans une dynamique avec les analyses de la biopolitique, qui est la partie empoisonnante. Donc, quand il écrit de la biopolitique, il rage contre la biopolitique, ça c'est mon impression, et puis quand il continue à parler des techniques de soins, bien que ces techniques de soins font bien sûr partie de la façon dans laquelle le sujet est discipliné et tout ça, il y a quand même une autre dimension qui est là, qui est un mode de productivité que moi je pense est plus positif, émancipatif, prendre soin de soi, dans une façon qui est remédiale, ou quand il parle du régime du soin là, c'est, je crois, plutôt positif. Mais la plupart du travail que je connais sur ce sujet ne dit pas ça. Donc c'est à cause de ton travail que j'ai commencé à réfléchir sur ça. Maintenant, le problème pour moi, c'est plutôt, est-ce que je pense de ce travail de soi comme vraiment un travail ou une mode de production? Parce que je ne suis pas tout à fait content avec l'idée de production qui entre dans cette situation-là. Peut-être que ce n'est pas exactement production, mode de production, peut-être ce langage marxiste ne convient pas tout à fait à penser ce qu'il s'arrive là quand on parle d'un soin de soi. Peut-être que ce n'est pas le travail ou la production dans ce sens-là, mais quelque chose d'autre, une autre sorte d'activité qui n'est peut-être pas le travail ou peut-être pas productif dans le sens qu'on le considère normalement. Donc ça c'est très rapide. Merci beaucoup Arnaud. Merci à tout le monde.